Donc, bonjour à tous. Je suis Christophe Minck. Une très brève présentation. Je suis directeur du département de criminologie de l'Institut national de criminalistique et de criminologie. Oui, désolé, c'est un peu long. Je suis aussi prof ici et co-directeur de la revue Nouvelle. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler de la loi pénitentiaire de 2005, pas en faisant une analyse juridique article par article. Si ça vous amuse, il y a de très bons articles d'Olivia à ce sujet, n'est-ce pas, dans le journal des tribunaux. Mais donc le but n'est pas ici de faire une analyse juridique, mais plutôt d'essayer de comprendre une série d'éléments qui sous-tendent la loi pénitentiaire et qui permettent peut-être de comprendre comment on tente aujourd'hui de justifier la prison. Parce que justifier la prison est un des problèmes récurrents des questions carcérales. Alors quand je parle de la loi de principe, de quoi est-ce que je parle? En fait, la loi pénitentiaire et la loi de principe, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que on l'appelle loi de principe? Parce qu'elle s'appelle la loi du 12 janvier 2005 de principe concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Comme c'est un peu long, on dit loi de principe, et comme loi de principe, c'est pas du tout clair, généralement, je parle de loi pénitentiaire. Voilà. En fait, comme vous le savez sans doute si vous êtes ici, la prison est au centre de l'arsenal des peines des États modernes, en tout cas depuis le courant du 19e siècle, en fonction des époques où s'est faite la transition entre les anciens régimes et les régimes démocratiques libéraux. La prison est au centre de l'arsenal des peines. C'est aujourd'hui moins vrai qu'au 19e siècle, mais en tout cas, elle reste très fortement au centre symbolique de l'arsenal des peines. Parce que quand on parle de faire un procès à quelqu'un parce qu'il a commis une infraction, généralement, on se demande s'il va être condamné à une peine de prison. Voilà. Même si ce n'est pas la seule possibilité, même si on condamne plus à des amendes qu'à des peines de prison, même s'il existe aussi la peine de travail, même si on vient de créer la peine de surveillance électronique, etc., etc., ce à quoi on pense encore, généralement, c'est à la prison. On y pense notamment parce que souvent, enfin, il nous arrive de passer devant des bâtiments de prison et qu'en tout cas les vieux sont très impressionnants, donc ils marquent aussi le territoire. On y pense aussi parce que la prison est très présente dans les récits, donc dans les fictions, dans les séries, etc. Donc on a toute une série de représentations, plus ou moins exactes d'ailleurs de ce que c'est le monde carcéral. On y pense aussi parce qu'il en est souvent question dans les médias. Quand il y a une évasion, c'est rare qu'on cherche à envahir une prison d'ailleurs. Donc, quand il y a une évasion, quand on inaugure une nouvelle prison, quand on se rend compte qu'on va devoir payer quelques millions de plus pour construire encore de nouvelles prisons, etc., etc. De temps en temps aussi, quand la Belgique est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la situation dans ses prisons. Donc, tout ça pour dire que, voilà, la prison est un élément important de l'arsenal des peines et un élément très important symboliquement de la question de la répression, en fait, finalement. Quand on pense répression, on pense généralement prison, ce qui n'a pas toujours été le cas, bien entendu. Alors, jusqu'en 2005, la prison belge n'est pas réglementée, en tout cas pas essentiellement, par la loi. Il n'y a pas de loi pénitentiaire. Donc, entre 1830 et 2005, on n'a pas ressenti le besoin impérieux de légiférer, donc quand même, 175 ans, c'est pas mal. Mais à force de réglementer par des directives réformant les directives et des directives croisant les directives précédentes, etc., c'était devenu un fouillis épouvantable. Et donc, la décision a été prise de légiférer et donc d'adopter ce qui serait la première loi pénitentiaire belge. Et donc, on a désigné une commission à cette fin, une commission d'experts qu'on appelle la commission Dupont. Devinez pourquoi? Eh bien parce qu'elle elle était présidée par Lieven Dupont, donc un professeur d'université. Et donc ils ont fait un travail de préparation d'une loi pénitentiaire qui concerne la vie à l'intérieur de la prison. Donc l'objectif de cette législation-ci, c'est bien de réglementer le fonctionnement de la prison. Ils ont remis un avant-projet qui a été déposé comme tel devant le Parlement en tant que proposition de loi, et puis qui a été discuté, amendé, etc., largement commenté, et puis adopté donc en 2005. Alors j'y reviendrai plus tard, mais sachez déjà que depuis donc le 12 janvier 2005, la loi n'est pas intégralement entrée en vigueur, ce qui est déjà une chose assez intéressante.
Par contre, elle a déjà été réformée plusieurs fois, y compris réformée dans des articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur. Donc c'est une loi qui a été mise en application, pour dire les choses comme ça, de manière très partielle et aussi avec un processus assez erratique. C'est-à-dire qu'on a adopté des articles, puis on se dit ça ne va pas marcher, donc on va les réformer avant qu'ils soient entrés en vigueur. Est-ce qu'on les fait entrer en vigueur? Non, c'est encore un peu tôt, etc., etc. Donc c'est un processus très complexe. On ne va pas faire une analyse juridique de ce qui est entré en vigueur ou pas, mais sachez qu'il y a certains éléments, en tout cas, qui ne sont toujours pas entrés en vigueur et qui sont assez importants, dont le plan de détention dont on aura l'occasion de parler. Est en train d'entrer en vigueur toute la question des commissions de surveillance des prisons, ce qui est un progrès. Donc il a fallu, eh bien, voilà, c'est pas encore effectif, mais donc au moins 13 ans pour mettre en place le système de surveillance des prisons, pas le système de surveillance des détenus, mais donc le système de surveillance du fonctionnement des prisons. Ça veut dire aussi, signalons que ces articles-là sont des articles qui ont été révisés, donc ils n'étaient pas entrés en vigueur. Ils ont été réformés fin 2016, début 2017, puis maintenant ils vont entrer en vigueur dans leur version réformée, et on annonce déjà une éventuelle réforme des articles qui sont en passe d'entrer en vigueur, qui ne sont pas encore tout à fait, mais qui vont bientôt l'être, enfin qu'on n'est pas sûr, parce qu'on ne sait jamais, des fois que ça changerait. Donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas du tout dans une loi qui est rodée, on n'est pas du tout dans une loi qui est appliquée de manière routinière depuis 50 ans, tout le monde sait à quoi s'en tenir, il y a une jurisprudence, etc. On est en fait sur un terrain mouvant. Alors, j'allais dire, je ne suis pas juriste, je suis techniquement juriste, mais mon boulot n'est plus de faire du droit, mais de faire de la crimino, donc je ne vais pas rentrer dans des débats juridiques sur ces questions-là. De toute façon, je ne suis pas sûr que vous soyez là pour ça. Ceux qui sont là pour ça, je les prie de m'excuser. Alors, que règle cette loi pénitentiaire? Eh bien, elle règle la vie à l'intérieur de la prison essentiellement, mais de manière très large. Donc, ce sont les droits fondamentaux des détenus, les procédures disciplinaires, le régime de vie, les visites, les communications avec l'extérieur, le travail et les rémunérations, le plan de détention dont je vous parlais, sur lequel je vais revenir, formation, loisirs, aide sociale, le contrôle du fonctionnement des établissements. Enfin, donc, c'est très très large. Donc, c'est une loi ambitieuse qui visait donc à régler toute une série de questions qui étaient finalement réglementées par des outils assez divers dans lesquels plus personne ne s'y retrouvait, y compris d'ailleurs l'administration pénitentiaire. Alors, quel est le contexte de l'apparition, enfin de l'adoption de cette loi, pardon? Ben, c'est le contexte d'une prison en difficulté pour toute une série de raisons. D'abord parce que la population est en forte croissance, donc depuis le milieu des années 90, pardon, on a connu une augmentation très spectaculaire de la population carcérale. Si ma mémoire me sert, on est passé d'à peu près 8 000 détenus à 12 000 détenus environ, ce qui fait quand même plus 50%, ce n'est pas du tout anodin, dans un contexte où, il faut le rappeler, rien n'indique une hausse de la délinquance. D'accord? Je vous renvoie aux travaux de Charlotte Van Est sur la démonstration qu'il n'y a jamais eu aucun lien entre l'évolution de la population carcérale et l'évolution de la population, et de l'évolution, pardon, parce que pas de lien entre l'évolution de la population carcérale et l'évolution de la population carcérale, ça serait un peu compliqué. Donc, il n'y a jamais eu aucun lien entre l'évolution de la population carcérale et l'évolution de la délinquance. Par contre, Charlotte Van Est, dans ses travaux, a très bien montré qu'à chaque époque, il est possible de lier les variations de la population carcérale à des indicateurs socio-économiques. Je vous renvoie à ces travaux, si ça vous intéresse, c'est assez passionnant. Donc, une population en croissance, une surpopulation, ce qui ne va pas forcément de pair, parce qu'on pourrait imaginer une population qui croît, mais dans les limites de la capacité carcérale. Or, on a énormément construit de places, on a construit de nouvelles prisons, on a agrandi les prisons, donc on a fortement augmenté le nombre de places disponibles, tout en maintenant le taux de surpopulation. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur cette période, à partir du milieu des années 90, on tourne entre 110 et 120% d'occupation. C'est remarquablement constant. On est aussi dans un contexte problématique parce que la prison elle coûte très cher, que les programmes de construction de prisons, donc les master plans, concernent des sommes assez astronomiques. Les coûts aussi, ce sont des coûts comme ceux de la location de la prison néerlandaise de Tilburg.
où on héberge, maintenant elle est fermée, je pense, elle a été fermée, oui, hein, mais où on a hébergé pendant plusieurs années entre 600 et 650 détenus. Donc, pour des sommes assez conséquentes. C'est aussi une prison qui est en difficulté parce que l'échec du système carcéral, donc son incapacité à atteindre les objectifs théoriquement fixés, est patent, c'est-à-dire que il est assez difficile de considérer que la politique carcérale est un succès, par exemple au plan de la récidive, au plan de la satisfaction des besoins de la société, on va dire, par rapport au système répressif, en tout cas des besoins avoués, c'est-à-dire si le but est de faire souffrir les gens, là je crois que ça fonctionne assez bien, mais pour le reste c'est assez discutable. Il y a par ailleurs des tensions syndicales importantes aussi dans le milieu carcéral. Ça, je suppose que vous en serez rendu compte. Si vous suivez les questions pénitentiaires, vous aurez remarqué qu'il y a eu récemment des grèves, et des grèves très longues et très dures. Il y a aussi des difficultés qui sont liées à des condamnations répétées de la Belgique pour des atteintes aux droits de l'homme, pour des traitements inhumains et dégradants liés aux conditions de détention, et au fonctionnement plus globalement du système carcéral. Et enfin, il y a quand même un gros problème qui est l'absence de projet. C'est-à-dire que quand la loi est élaborée, une grande question se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait comme projet par rapport au système carcéral belge? Et là, on est face à quelque chose qui est finalement une question cyclique dans l'histoire de la prison, à savoir que la prison est créée, contester, réformer, recontester, re-réformer, etc. On peut voir sur le long terme des cycles de contestation. Dès le 19e siècle, la prison est un échec patent, et tout le monde s'en rend compte. Et à la fin du 19e siècle, les contestations sont importantes et commencent à naître des théories qui proposent des alternatives, qui vont elles-mêmes entrer partiellement en application, être à leur tour contestées, etc. Et en gros, on peut considérer que eh bien, entre le début des années 90 et aujourd'hui, on est plutôt dans le creux de la vague. En tout cas, on est plutôt face à une sorte de grosse question carcérale. À la fois, personne ne propose de les supprimer comme on a pu le faire dans les années 70. Donc, la contestation radicale de la prison n'est plus tellement à la mode. Il n'y a aucune formation politique, par exemple, qui propose une réduction, ne serait-ce qu'une réduction radicale du recours à la prison. Il y a des mises en question à différents niveaux, mais clairement, il n'y a pas grand monde qui ose faire campagne sur pour diminuer le nombre de détenus de moitié, il faut diminuer le nombre de places de moitié, par exemple, ce qui pourrait être une approche très rationnelle quand on regarde la façon dont le système carcéral répond à la question des places disponibles. Finalement, si on veut supprimer, diminuer le nombre de détenus, diminuons le nombre de places. Donc, personne ne fait campagne là-dessus. En attendant, la question c'est, oui, mais est-ce qu'alors le projet c'est simplement de dire, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on va continuer à faire comme on a toujours fait jusqu'à présent. Ça c'est relativement peu mobilisateur, surtout quand on voit les sommes engagées, surtout quand on voit qu'on est en train de construire des établissements pénitentiaires qui théoriquement, dans le meilleur des mondes, devraient être pensés par rapport à un projet carcéral. D'accord ? La prison, rappelons-le, est aussi un secteur d'utopie qui a très régulièrement fait l'objet de rêves. Alors, on a les rêves qu'on veut, hein, certains rêvent de prison visiblement, mais en tout cas, a régulièrement fait l'objet de rêves et d'investissements utopiques où on s'est imaginé des prisons qui, enfin, feraient la différence. Et il me semble d'ailleurs qu'un des éléments qui sous-tend ce projet de loi, c'est l'idée qu'il est possible de créer une autre prison, qui cette fois-ci fonctionnera. C'est toujours, hein, cette fois-ci, ça va aller. Mais c'est toujours, quand on est face à l'échec d'une politique qu'on n'a pas envie de démanteler pour toutes sortes de raisons, parfois aussi parce qu'on n'arrive pas à penser en après la prison, par exemple, généralement on dit oui, mais cette fois-ci, ça va marcher. Alors, le principe fondateur de la loi pénitentiaire, le leitmotiv, c'est la normalisation. Alors, c'est quoi cette normalisation ? La commission part du constat, qui est d'ailleurs un constat très contesté par les scientifiques, du constat de la prison comme institution totale. Alors c'est quoi une institution totale ? Je vais faire extrêmement bref. L'institution totale, c'est l'institution qui régit l'ensemble des aspects de la vie des individus qui sont aux prises avec. En gros, l'idée, c'est quand on est dans la prison, on ne décide de rien.
ni de son menu, ni de ses allers-retours, ni de ses fréquentations, ni de ses horaires, ni de son habillement, enfin, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément entièrement vrai, ce qui est contestable aussi parce qu'on a montré qu'il y avait des cultures carcérales qui se développaient et qui s'opposaient à l'institution carcérale, mais en tout cas, le point d'où part la commission, c'est de l'idée que la prison est une institution totale qui assujettit totalement les personnes dont elle s'empare. On pourrait d'ailleurs dire également son personnel. Donc c'est une institution qui est extrêmement puissante. Et ça, c'est un problème, dit la commission. C'est en gros la source d'une grande part des problèmes. Dans un contexte où chacun est en fait sous une chape de plomb, aucun projet positif n'est possible. Ça, c'est le constat de départ. Il faut donc rompre avec ce système d'institution totale. Et quelle est la visée alors? Eh bien, la visée, c'est la normalisation. Faire en sorte que la vie en prison soit la plus normale possible. Normale, en gros, c'est la vie en dehors des murs. Donc l'idée, c'est, à part la privation de liberté et les nécessités absolues de la sécurité, la vie dans la prison doit être la plus normale possible. Alors rassurez-vous, normal n'implique pas qu'une partie des détenus sera désignée comme étant SDF par exemple et dormira par terre dans la cour sur des cartons. On ne va pas dans la normalité jusque-là, par exemple. Mais normal, a priori, ça veut dire disponibilité des soins, disponibilité des services, liens sociaux, relations avec la famille, etc., etc., etc. Bon, ça c'est, on va dire, le principe de base. C'est vraiment le leitmotiv. À côté de ça, des principes considérés comme secondaires mais liés au premier, les principes associés de respect et de responsabilisation, donc respecter la personne humaine et la responsabiliser, étant entendu que quand on respecte quelqu'un, on le responsabilise, alors ça peut être mis en question, on en rediscutera un peu plus tard. Le principe de participation, comme dans tout, quand c'est participatif, c'est formidable, hein, donc la démocratie participative, la pédagogie participative, voilà, la prison participative, si quand c'est participatif, c'est bien, eh bien notre prison sera participative. On reviendra aussi sur le terme de participation qui est un élément important. Vous voyez bien que, par exemple, l'idée même de participation s'oppose radicalement à l'idée de l'institution totale. L'institution totale s'empare des individus et leur impose tout, alors que le concept de participation, théoriquement, leur dit, finalement, la prison est ce que tu fais de la prison. Excusez-moi. Alors, quelle va être ma démarche ici? Je vais essayer d'étudier la loi et ses travaux préparatoires. Alors, je ne vais pas vous citer et vous lire les travaux préparatoires. Il y a, selon mon dernier calcul, plus de 1000 pages, mais c'est bilingue et il y a des redondances, donc je ne vais pas vous dire que c'est 1000 pages, mais il y a au moins 500-600 pages, donc on ne va pas les lire ce soir. Hein. J'avais peur de vous ennuyer. Mais donc, mon point de départ, si vous voulez, c'est le fait que je me suis penché sur ces travaux préparatoires et que j'ai essayé de comprendre quelle était leur logique interne. Donc je vais les étudier, non pas parce qu'ils nous disent quel est le vrai projet de la prison, parce que ça, je ne crois pas un instant qu'on trouve dans les travaux préparatoires une quelconque volonté du législateur. Hein, les travaux préparatoires, c'est notamment l'exposé des motifs, c'est-à-dire la justification de la loi, c'est un discours politique qui vous dit que le projet est formidable. Vous ne trouvez par exemple pas d'exposé des motifs vous disant cette loi est mal écrite, elle est mal foutue, ça ne marchera jamais, et d'ailleurs on se demande bien pourquoi on est en train de la voter. Personne ne dit ça évidemment. On vous dit cette loi est formidable, ça va tout changer, c'était ce que tout le monde, c'était ce que l'humanité attendait depuis l'aube des temps. C'est généralement ça qu'on vous dit. Donc c'est un discours politique, c'est logique. Donc on va essayer de l'étudier en tant que discours sur la prison, en se posant une question toute simple. Comment, au début des années 2000, peut-on encore justifier la prison? Comment est-ce qu'on fait ça, en fait? Après plus de 150 ans de prison dans les États démocratiques, donc où on ne peut pas dire mais c'est normal, c'était le souverain absolu, c'était la dictature, etc. Donc, après plus de 150 ans, comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui construire un discours qui dit la prison, cette fois-ci, ça va vraiment bien fonctionner? C'est ça la question que je me pose. Et donc, je prends ça comme exemple d'un discours sur la prison qui est un discours collectif, qui est un discours qui est construit par des gens qui s'y connaissent, qui est un discours public, un discours sérieux, un discours officiel, et qui dit « Demain, la prison sera formidable ». Alors, à quoi ressemble cette prison formidable? Alors, un premier élément, c'est l'idée de la fin de l'isolement.
Qu'est-ce que c'est l'espace et le temps de la prison, en fait, de manière classique? Là, classiquement, quand on s'imagine, je suppose vous aussi, quand vous vous imaginez la prison, vous vous imaginez une prison en rupture. De quelle manière? Eh bien, pour son espace, c'est une prison retranchée. Elle est retranchée derrière ses murs. Tout le monde sait bien qu'on ne rentre pas dans une prison comme dans un moulin. Il faut au moins un hélicoptère. Donc, tout le monde sait que la prison se retranche derrière ses murs. C'est déjà un premier élément de la représentation courante de la prison. Mais la prison est aussi intérieurement cloisonnée. Elle est cloisonnée en zones de fonctions différentes. Il y a une zone administrative, il y a une zone dans laquelle peut pénétrer le public à l'occasion des visites, il y a la zone de détention, etc. Éventuellement, dans les zones de détention, il y a différents quartiers, etc. Et chaque quartier est lui-même subdivisé, puisque dans notre système, l'idée centrale, c'est l'idée de la prison cellulaire, c'est-à-dire une prison individuelle. Chacun a finalement sa petite prison qui est incluse dans une grande prison. D'accord ? Donc, c'est l'idée d'une prison qui est cloisonnée et à l'intérieur de laquelle on ne circule pas comme on veut. Cette idée de la cloison, du cloisonnement, d'ailleurs, a été poussée très, 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 très loin dans l'histoire de la prison, puisque, initialement, la prison cellulaire, c'est une prison dans laquelle on reste enfermé dans sa cellule toute la journée, voire même de laquelle on ne sort que pour se rendre à une promenade dans un préau individuel, coiffé d'une cagoule pour ne pas pouvoir rentrer en contact avec les autres, ou pour se rendre à la messe, à laquelle on assiste dans une chapelle qui est une chapelle cloisonnée, où chacun est dans un box qui n'a une ouverture que vers le prêtre. Alors ça, c'est poussé très loin de cloisonnement. Le système carcéral a étudié par exemple la composition des murs pour empêcher que les détenus puissent se parler en frappant sur les murs et en se transmettant des messages. Jusque dans les années 70 en France, par exemple, prévalait la règle du silence, qui interdisait aux détenus de parler entre eux et qui interdisait au personnel d'adresser la parole aux détenus, si ce n'est quand c'était nécessaire pour le service. Donc en gros, on ne disait pas ça va Raymond, comment tu vas, est-ce que ta femme vient te voir demain à la visite? On ne lui disait pas ça. On ne pouvait pas parler. Donc vous voyez, cette idée de cloisonnement n'est pas seulement une idée qui concerne l'espace physique, elle est aussi une idée qui concerne l'espace social, étant entendu que les détenus sont retranchés du corps social, et qu'entre eux, on les empêche de former un corps social. L'idée qui sous-tend ça, évidemment, c'est de couper le lien entre l'individu et son milieu supposé criminogène, et d'empêcher la constitution d'un milieu qui ne pourrait être que criminel, puisqu'il serait un milieu social créé entre détenus, entre criminels, et donc empêcher aussi la contagion. L'idée ici, c'est bien l'idée de la prophylaxie criminelle, empêcher que se répande le vice au sein des prisons, des détenus les plus endurcis vers les détenus les moins expérimentés. Ça, c'est l'idée de l'espace, comme espace physique, comme espace social. Le temps de la prison, c'est quoi? Ben, c'est un temps qui est fait de césure claire. Un jour, on rentre, un jour, on sort. Quand on rentre, on sait pour combien de temps on en a, et puis le jour dit, on sort. C'est la représentation typique du film où un jour, le type, on lui dit Raymond, c'est aujourd'hui que tu sors. Il passe au greffe, on lui remet ses affaires qui sont démodées, c'est bien, ça fait une image intéressante, et puis il s'ouvre la porte et il sort sur le perron de la prison, et s'il a de la chance, il a un ancien complice qui l'attend pour reprendre les affaires, ou sa femme qui l'a attendu, qui l'attend. Si pas, il part tout seul et il ira se venger. On sait comment ça marche. Toujours est-il que ce que met en scène le film la plupart du temps, c'est cette idée de la césure claire. Un jour, on est arrêté, j'étais libre hier, aujourd'hui, je ne le suis plus. Un jour, je serai libre et ça se passera sans transition. C'est la représentation, hein, je ne dis pas que c'est la réalité. Je dis que ce sont les imaginaires. Et c'est ce que cherche à instaurer la prison au XIXe siècle. Quand elle est conçue, la prison de l'État moderne, c'est ça. Il n'y a pas d'aménagement de peine. On rentre pour 10 ans, ben on fera 10 ans, pile. C'est aussi un temps métronomique, c'est-à-dire un temps qui se répète indéfiniment. Tous les jours levé à la même heure, tous les jours la promenade à la même heure, toutes les semaines les visites au même moment, etc. etc. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose qui est très présent dans les témoignages des détenus, c'est un temps de l'infinie répétition qui fait qu'on ne sait plus quel jour on est, tellement les choses se déroulent selon un rituel immuable. C'est aussi, bien entendu, le temps carcéral, un temps perdu. C'est-à-dire que le temps qu'on retranche de votre vie est un temps inutile. A priori, la peine, c'est ça. C'est de passer sa vie entre quatre murs pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, voire sa vie entière. Et donc c'est un temps perdu.
Alors oui, il y a des discours, des tentatives d'amendement, de réforme du détenu, etc. Mais la peine de prison en elle-même est parfaite par le fait simplement que soit retranché de votre vie une certaine durée prédéterminée, comme temps perdu. Et c'est le fait qu'il soit perdu d'ailleurs qui est aussi constitutif de la peine. Si finalement c'était drôle la prison, ça ne serait pas une peine. L'idée c'est bien d'y perdre son temps. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire? Eh bien, on trouve le rêve d'une prison ouverte. C'est quoi la normalisation? La normalisation, c'est de vivre une vie la plus normale possible, à part le fait qu'on ne peut pas sortir. Donc on est privé de sa liberté, mais théoriquement, on peut jouir de visites, de courriers, on peut avoir des services comme à l'extérieur, on peut avoir accès aux soins, on peut avoir accès aux biens de consommation, etc. Dans la loi pénitentiaire, il est dit que ça, c'est vraiment l'idéal, qu'il faut aller vers ça. Que donc, il faut ouvrir la prison. Il faut y faire rentrer les gens, y faire rentrer les services, y faire rentrer les familles. On prévoit, par exemple, pour la première fois dans la loi, des visites dans l'intimité, donc qui sont des visites qui se déroulent dans une pièce ayant les apparences d'un appartement et dans laquelle il est possible de recevoir sa famille. Que ce soit pour une visite conjugale dans l'intimité ou pour une visite familiale dans l'intimité, où on peut manger à une table normale, dans un environnement qui ne rappelle pas ou pas trop la prison. Donc, on est bien dans l'idée d'ouvrir l'espace physique et social, c'est-à-dire de rompre avec l'idée qu'il faut isoler le détenu de son environnement social, et au contraire, promouvoir un maintien des liens avec l'extérieur. Donc, c'est un renversement complet de paradigme. Je ne dis pas, bien entendu, que c'est une nouveauté. Je ne dis pas qu'on a découvert en 2000, tout d'un coup, que ça serait intéressant de garder un lien social. Je dis juste qu'ici est exprimé de manière tout à fait officielle, comme étant au fondement même du projet carcéral, l'idée d'une prison ouverte. D'accord? C'est dans ce sens-là. Il est bien clair que c'est nourri par des décennies de recherche, de constats d'échecs, de souffrances, de troubles de toutes sortes, etc. L'idée est aussi l'idée du décloisonnement intérieur. Le régime carcéral n'est plus un régime d'isolement cellulaire. C'est-à-dire qu'officiellement, en tout cas, le régime autour duquel s'articule le système n'est plus celui de la cellule fermée 23 heures sur 24 ou quelque chose du genre, d'accord? Mais l'idée d'un régime communautaire. C'est-à-dire qu'a priori, la règle, c'est que les détenus vivent en groupe. Ils peuvent retourner dans leurs espaces de vie privés, mais la normalité, la norme qui est posée, est celle de la vie en collectivité. Ce qui donc est aussi un décloisonnement physique, mais un décloisonnement social, l'idée étant bien que ce qu'on veut encourager par là, c'est la création de liens sociaux entre les détenus. Okay? Là où le projet antérieur, même s'il avait été très très fortement relativisé, mais le projet antérieur, à l'origine, était bien l'isolement de chaque individu dans sa cellule. Et alors, il y a aussi un élément qui est assez intéressant dans la loi, c'est qu'on y dit que la prison, le bâtiment, la prison, n'est plus le lieu exclusif où on purge une peine privative de liberté. Alors, ça, c'est un principe qui a été amené progressivement, puisque les manières de purger sa peine à l'extérieur du bâtiment se sont multipliées. On avait bien entendu les libérations conditionnelles, on a eu les libérations conditionnelles sous surveillance électronique, on avait évidemment aussi des congés pénitentiaires, des permissions de sortie, etc. Mais maintenant, c'est officiel. On le dit, la peine privative de liberté n'est pas une peine de prison, en fait. Là où on avait la possibilité d'identifier peine privative de liberté et prison, ça voulait dire la même chose, et on appelait peine de prison tout simplement parce qu'il était logique que cette privation de liberté se déroule dans une prison, dans ce bâtiment-là. Eh bien aujourd'hui, officiellement, on dit que ça n'est plus le lieu exclusif. Alors, ça n'était déjà plus, bien entendu. Mais ici, dans l'imaginaire, dans la représentation qu'on a du système, on a une prison qui est en fait en continuité avec l'extérieur. Il y a beaucoup de manières d'être privé de sa liberté. Ça peut être dans un établissement pénitentiaire, ça peut être dans un établissement pénitentiaire avec différents types de régimes. On se souvient, enfin vous vous souvenez peut-être du projet de faire du time sharing carcéral
où les détenus étaient une semaine en détention, une semaine à l'extérieur et partageaient finalement leur cellule en time sharing avec, ou leur lit dans la cellule ou leur matelas par terre dans la cellule avec un autre détenu qui était en time sharing alterné, si vous voulez. Où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. Donc différents types de régimes carcéraux et donc différents types de rapports à l'espace carcéral. Être privé de sa liberté, ça n'est plus être à l'intérieur de la prison. Être libre, ça n'est plus nécessairement être à l'extérieur de la prison. On peut être à l'extérieur et pas libre. On peut être en train de purger sa peine, mais ne pas être dans l'établissement. Et là, il y a aussi un élément qui est important d'un point de vue spatial. Cette ouverture de la prison est aussi une mise, en tout cas théoriquement, une mise en continuité de la prison avec l'espace extérieur. On peut le comprendre de deux manières. On peut le comprendre aussi comme une extension de la prison qui conquiert des espaces externes, comme par exemple la maison du libéré conditionnel sous surveillance électronique. On peut le voir comme ça aussi, bien entendu. Mais donc, toujours est-il que d'un point de vue spatial, on est passé d'une prison qui était retranchée de la société et cloisonnée, à une prison qui en tout cas est voulue, ouverte, en continuité avec la société et décloisonnée. Alors il est aussi question d'une continuité temporelle. On l'a vu, donc le temps carcéral est un temps retranché, un temps infiniment répété, identique pour tous. Dans les travaux préparatoires, il est clair que l'incarcération se fait dans la perspective de la libération. Donc on rentre pour sortir. Donc, quelque part, temporellement, on n'est plus dans un temps immobile qui ne sert à rien et qui, en fait, n'a pas de sens en soi, à part le fait qu'il est un temps retranché. On est bien dans l'idée de rentrer pour effectuer un parcours vers la sortie. Ce qui veut dire que ce n'est pas du temps perdu, théoriquement. C'est un temps utile, le temps d'un projet carcéral. On est aussi dans un contexte d'individualisation des temporalités carcérales. À partir du moment où on dit qu'on doit pouvoir vivre une vie normale, on doit pouvoir vivre des rythmes, on doit pouvoir avoir des activités. Alors elles sont déjà possibles en prison, mais elles sont très difficilement possibles. Si on suit l'idéal que représente la loi pénitentiaire, on devrait avoir un nombre important d'activités proposées de toutes sortes qui permettent à chacun, en fait, de faire son marché en fonction de ses besoins et de ses envies. Ce qui veut dire qu'a priori, les rythmes carcéraux seraient différents. Les rythmes carcéraux, non seulement de chaque journée, mais aussi les progressions dans sa trajectoire carcérale. Puisque l'un pourra bénéficier de permission de sortie et de congés pénitentiaires, et l'autre pas, d'une libération conditionnelle très tôt ou pas, etc. Donc on a une variabilité très importante des rythmes quotidiens, mais aussi finalement de l'évolution du trajet carcéral. Le contexte de tout ça, c'est aussi évidemment la prolongation de la durée de l'emprise sur les détenus et ex-détenus, c'est-à-dire que ceci se situe dans un contexte où, quand on sort de la prison, on peut encore être suivi pendant très longtemps. Avec un bracelet électronique, puis sans bracelet électronique, mais toujours avec des conditions, etc., etc. Et ça peut se prolonger pendant très longtemps. Il y a maintenant, on a la surveillance électronique comme peine à titre principal, mais il y avait déjà une pratique qui consistait à se présenter au greffe de la prison et être immédiatement placé en surveillance électronique, donc rentrer-sortir, si vous voulez. Donc on voit bien que le temps passé en prison peut être réduit à néant, mais le temps de contrôle, lui, par contre, peut être fort important. Je vais fermer pour moins profiter aveuglement. Alors, à côté de cette question, qui est la question finalement de l'espace et du temps carcéraux, puisqu'il y a l'espace et le temps, il y a un autre axe qui me semble important, qui est celui de la mise en mouvement. Alors, mise en mouvement en prison, on ne voit pas très bien, puisqu'a priori, la prison, on se la représente comme un système d'immobilisation. Mais justement, alors, comment est-ce que ça se profile, cette histoire? D'abord, l'idée de mettre à profit l'incarcération. Quel est le scandale de base
disent les travaux parlementaires, eh bien le scandale de base, c'est la passivité de l'individu. Pourquoi? Parce que dans une institution totale, l'individu étant entièrement pris en charge, eh bien il est intégralement passif. Il ne prépare pas ses repas, il ne fait pas de choix, il ne se déplace pas pour accéder à tel ou tel service, il ne rencontre personne hors les moments où on l'extrait de sa cellule, etc. Et donc ça, c'est un problème. L'individu passif, qu'est-ce qui lui arrive à cet individu passif? En fait, il perd sa capacité d'autonomie. Or, quand il se retrouve à l'extérieur, là, il se retrouve jeté dans un monde qui lui demande justement d'être autonome, qui lui demande d'avoir une capacité d'action. Et lui, qui a été intégralement pris en charge pendant des mois, des années, voire des décennies, finalement a perdu sa capacité à agir dans la société normale. Donc ça, c'est le problème. C'est l'identification du problème carcéral aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, la première chose, c'est voir l'incarcération comme une opportunité. C'est quelque chose qui, par exemple, ressort clairement des moments où on parle du sens de la peine. En fait, il n'y a pas d'objectif, nous dit-on. La peine n'a pas d'objectif, pas d'autre objectif que l'exécution d'une sentence. Par contre, il y a des objectifs qu'on peut poursuivre à l'occasion de la détention. Donc en gros, finalement, la prison, ça serait une sorte de circonstance malheureuse. Enfin, on va en profiter. C'est un peu la logique du licenciement, qui est l'occasion, l'opportunité d'une réorientation professionnelle. Eh bien voilà, l'incarcération est l'opportunité de nouveaux projets. Et quelle forme ça prend dans la loi pénitentiaire, et uniquement dans la loi pénitentiaire parce que les articles ne sont pas entrés en vigueur? Ça prend la forme d'un plan de détention. L'idée, c'est que quand le détenu est admis en prison, il est accompagné pour élaborer un plan de détention. En gros, pour faire de ce moment perdu un moment utile. Et donc on lui dit, mais quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes besoins? Quelles sont finalement tes responsabilités? Et donc, ça peut être voilà, des formations, ça peut être des contacts avec la victime dans le cadre d'une médiation pour l'indemniser, ça peut être des projets plutôt de type médicaux, donc santé mentale, etc. Donc voilà, ça peut être très divers. Et donc on demande à la personne, enfin ça peut être très divers, théoriquement ça devrait être le plus divers possible. Évidemment, ça va dépendre des possibilités offertes. S'il n'y a pas de cours d'anglais dans votre prison, ben voilà, ne demandez pas à apprendre l'anglais. Et donc l'idée ici, c'est bien de concevoir un plan de détention et donc de mettre à profit l'incarcération pour réaliser quelque chose. Alors ce plan de détention n'est pas obligatoire, mais quand vous demanderez une libération conditionnelle, avoir fait un joli projet, avoir respecté votre projet, ça vous aidera à faire passer l'idée que cette fois-ci, votre plan de reclassement, parce que vous ferez un plan en sortant, bien entendu, hein, eh bien, il sera aussi respecté, puisque vous avez prouvé que vous étiez capable de mettre en place un projet et de le respecter. Après, vous ferez un plan de reclassement, puis comme vous serez sans emploi, vous irez voir votre conseiller au forum, avec lequel vous ferez un projet professionnel, bien entendu, et idéalement, vous rencontrerez peut-être quelqu'un avec lequel vous ferez un projet familial, et puis, enfin voilà. Donc, c'est le monde en projet, si vous voulez. Mais ça, là où, pendant longtemps, on disait aux détenus, eh bien voilà, ta punition, ça sera de rester entre quatre murs pendant 10 ans, maintenant, on lui dit, bon ben, c'est pas tout ça, mais faudrait voir à pas rester là à rien foutre, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, c'est donc se prendre en main qui lui est demandé. Donc le détenu, et ça c'est dit explicitement dans les travaux préparatoires, il est responsable du sens de la peine parce que c'est sa peine. La peine n'a pas de sens. Donc le législateur se dégage de toute responsabilité quant au sens de la peine. La peine n'a pas de sens. Et il n'y a pas d'objectif à l'incarcération, si ce n'est exécuter une condamnation. Par contre, il y a des objectifs à poursuivre à l'occasion d'eux, et il y a un détenu à qui on dit, mais c'est à toi de déterminer le sens de ta peine. C'est la tienne, après tout. D'accord? Donc vous voyez comme la logique est particulière. Alors je ne dis pas évidemment que les détenus au quotidien, c'est ça qu'ils vivent. Hein. Je vous dis quel est le discours qui sous-tend cette légitimation-ci de la prison. Il est bien entendu que si vous discutez avec des détenus, j'ai des doutes sur le fait qu'ils voient les choses sous cet angle-là.
outre le fait que de toute façon, ils ne font pas de plan de détention puisque ce n'est pas prêt. Ça coûterait très cher, un plan de détention. Ça voudrait dire un accompagnement individualisé. Ça voudrait dire aussi une disponibilité d'activités et de services. Ça voudrait dire aussi une possibilité d'une continuité dans le temps de ces services. Imaginons que vous soyez transféré d'une prison à l'autre et vous avez dit que, comme dans la prison A, il y avait possibilité de suivre des cours de soudure, par exemple, de construire des barreaux de prison, eh bien, c'est authentique, vous êtes transféré, et dans l'autre, il n'y a pas d'atelier de soudure. Mais vous pouvez, je ne sais pas, par exemple, apprendre la cuisine, ou apprendre une langue, ou faire de la comptabilité. Ça pose un problème, évidemment, en termes de plan de détention. Donc, ça n'est pas entré en vigueur, parce que ça serait sans doute très complexe et très coûteux. Soit. Alors, 3 éléments importants qui sont des objectifs de la peine, nous dit la loi, c'est quand même, donc il n'y a pas d'objectif, mais quand même, la peine doit être orientée vers, donc je ne dis pas, il faut être clair, la loi n'est pas nécessairement cohérente, et l'intention du législateur n'est pas nécessairement cohérente non plus. Donc d'un côté, on vous dit qu'il n'y a pas d'objectif, mais qu'il y a des objectifs poursuivis à l'occasion d'eux, puis on vous glisse quand même qu'il y a quand même 3 objectifs qui devraient être prioritaires. C'est la réparation du dommage subi par la victime, la réhabilitation du détenu et sa préparation à la réinsertion. Alors je vais attirer votre attention sur réparation et préparation à la réinsertion. La réparation, c'est quoi? C'est a priori s'engager vis-à-vis de sa victime pour l'indemniser, pour réparer, en fait. Ça implique, par exemple, une promotion de la médiation après condamnation, pour prendre contact avec la victime et pour voir quelles seraient les modalités de réparation qui pourraient être envisagées. Ça, c'est aussi, évidemment, une façon de dire au détenu, on ne va pas te dire ce que tu dois faire exactement. C'est à toi, en fait, de faire le projet de la réparation des conséquences de ton infraction. Donc, vous voyez, il y a là une attitude active qui est demandée au détenu, plutôt que de lui dire, en fait, tu vas travailler, tu vas mettre des échantillons dans des enveloppes, tu seras payé 1,85 € de l'heure, et la moitié, ça ira pour ta victime, point. Discute pas, c'est comme ça. Donc ici, on est dans une idée qui est quand même une idée différente. Et alors, la préparation à la réinsertion, ça c'est de nouveau l'idée que le temps n'est pas un temps perdu. Ce temps-là, il doit être mis à profit pour la réinsertion. Dans ce cadre-là, bien, c'est quoi l'aide en prison? C'est une offre de service. Ce n'est plus une prise en charge de l'individu, c'est une offre de service. C'est ce que disent les travaux préparatoires. Donc, l'idée, c'est on offre des services les plus divers possibles et on attend du détenu qu'activement il se serve dans les possibilités qui lui sont offertes. Finalement, c'est sa responsabilité de se changer, de se réformer, de progresser, de faire des projets, etc. Notons qu'il n'est pas le seul à être responsabilisé. On trouve dans les travaux préparatoires des affirmations selon lesquelles finalement le principe de responsabilisation est tout à fait valable pour le personnel aussi, auquel on va demander une attitude beaucoup plus active, aussi beaucoup plus participative, etc. Alors venons-en plutôt à cet aspect participatif. On a vu que la figure repoussoire, c'était la figure de la prison comme institution totale, cette institution qui s'empare de l'individu et qui en fait détermine l'ensemble de sa vie. Eh bien ici, ce qui transparaît dans le projet, dans les travaux préparatoires, c'est l'idée d'une prison comme projet collectif. Puisqu'on rejette l'institution totale, ce qu'on va valoriser, a contrario, c'est un individu qui est autonome et qui est flexible. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois capable de prendre ses décisions, de se responsabiliser, et qui est aussi capable de s'adapter, de faire des projets, et donc d'être non pas un individu routinier, écrasé, sans initiative, mais au contraire un individu capable de sentir ce qu'il faut faire au bon moment. La participation est donc aussi un leitmotiv des travaux préparatoires. La participation pour les détenus et pour le personnel. Et là, la participation, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on l'utilise partout. Par exemple, la cantine, donc l'endroit où on peut acheter des produits qui viennent de l'extérieur. Ah bien voilà, la cantine, ça devrait être participatif. Je ne sais pas très bien comment, mais ça devrait être participatif. En prison, on crée des structures qui sont des structures de concertation avec les détenus. On ne dit pas exactement à quoi ça doit servir, mais en gros, voilà, c'est ça l'idée. Par exemple, on trouve des affirmations selon lesquelles la sécurité en prison est en fait une construction collective.
qui inclut aussi les détenus. Le détenu n'est plus celui qui est saisi par l'institution contre lequel se construit la sécurité, il est celui qui co-construit la sécurité avec l'institution carcérale, avec le personnel pénitentiaire. Le personnel lui-même étant appelé à être un personnel participatif, souple, flexible, etc. Dans ce cadre-là, le plan de détention prend aussi un autre sens. C'est quoi un plan de détention? C'est un projet collectif. Parce que ce n'est pas seulement le projet du détenu, c'est un projet qui est construit avec l'assistance sociale, qui doit l'accompagner, avec les différents prestataires de services, le médecin, le psychologue, d'autres assistants sociaux qui vont peut-être l'accompagner dans des démarches plus spécifiques, avec la victime, bien entendu, qui devient une partenaire quand il s'agit de s'entendre avec elle sur les modalités de l'indemnisation ou de la réparation d'une manière plus large. Donc, on voit bien qu'on est face à l'idée d'un projet, non pas comme projet individuel entièrement centré sur soi, mais projet fondé finalement sur un réseau d'acteurs que le détenu doit se montrer capable de mobiliser. Ce qui est évidemment lui demander de faire preuve de capacité sociale assez importante, comprendre ce que les autres attendent de lui, s'adapter. Et donc ici aussi, le terme d'adaptation est important. Pourquoi? Parce que chaque plan de détention est un plan personnel. Donc chaque incarcération est différente des autres. C'est donc adapter la peine de prison à chacune des personnes qui entrent en prison. C'est aussi demander à chacune des personnes de s'adapter aux offres qui lui sont faites, de s'adapter aux demandes de sa victime, de s'adapter en fait au contexte dans lequel elle rentre. On ne lui dit plus, maintenant tu vas fermer ta gueule, tu vas t'asseoir là, tu sortiras dans 10 ans. On lui dit, bienvenue, voilà le catalogue des services, qu'est-ce que tu veux faire? Et si on contacte ta victime, on va lui demander ce qu'elle veut. Et si tu as de la chance, elle sera cool et il y aura moyen de trouver facilement un accord. Si tu n'as pas de chance, ça va être plus compliqué, etc., etc. Donc vous voyez qu'on est bien dans l'idée ici de développer une peine sur mesure. Là où, traditionnellement, la peine de prison apparaissait comme excessivement standardisée. Ce qui variait, c'était la durée. C'était 100 jours identiques, 1000 jours identiques ou 10 000 jours identiques. Mais voilà, c'était ça en fait, si vous voulez, la peine de prison. C'est juste un peu plus ou un peu moins de la même chose. Or ici, c'est l'idée aussi de faire varier en qualité la détention. Notons aussi que tous les dispositifs de sortie progressive et d'accompagnement après la sortie de prison sont aussi tous des processus individualisés. Les occasions pour lesquelles on peut demander une permission de sortie ou un congé pénitentiaire, les conditions spécifiques de la libération conditionnelle, etc., etc. Les lieux où se déroule, par exemple, la surveillance électronique, chez les parents, dans mon appartement à moi, etc., etc. D'accord ? Autre exemple, la réparation. La réparation, on en a parlé tout à l'heure, comme finalement une initiative personnelle qui est attendue du détenu vis-à-vis de sa victime. Elle est aussi, évidemment, un projet participatif en soi. Si on fait une médiation après condamnation, c'est un projet participatif. Et d'ailleurs, dans cette histoire, il n'y a pas que le détenu qui participe à faire de la peine. La victime y participe aussi. Si elle dit oui, elle se retrouve participant à un projet lié à l'exécution de la peine. D'accord ? C'est aussi évidemment un processus éminemment sur mesure, puisque théoriquement, dans ces procédures de médiation après condamnation, la réparation, elle peut avoir un volet financier, elle peut avoir des volets symboliques aussi. Par exemple, d'explications sur les circonstances de l'infraction, d'excuses, de reconnaissance de faute, de demandes d'informations diverses et variées, etc., etc. La prison elle-même, d'ailleurs, est conçue non plus comme une institution intangible qui s'impose à tous, mais comme elle-même un projet collectif de l'administration, du personnel pénitentiaire et des détenus, qui est censé, nous dit-on, s'inscrire dans une stratégie du changement. C'est toujours bien de mettre stratégie du changement quelque part. Si vous voulez faire un document qui a l'air bien, vous utilisez d'abord participatif, et puis vous parlez de management du changement ou de choses du genre. C'est toujours très très bien. C'est quoi ça en fait? Alors, du point de vue qui est le mien, on a toujours tendance à se forger des outils puis à utiliser ces outils parce qu'on s'y est habitué. Moi, je travaille sur quelque chose que j'appelle l'idéal mobilitaire,
qui est en fait ce qu'un collègue et moi considérons comme l'impératif contemporain par excellence, c'est l'impératif de mobilité, c'est-à-dire la mobilité conçue comme un bien en soi. Alors, j'ai mis un point d'interrogation à une prison mobilitaire parce qu'en fait, rien n'est plus aléatoire qu'une réforme de la prison. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prison, c'est une institution extrêmement résistante, à beaucoup de points de vue. D'abord parce qu'elle a des bâtiments, et que, question résistance des bâtiments, ceux-là sont quand même pas mal. Rappelons-nous quand même qu'une part très très importante de notre parc pénitentiaire date du 19e siècle. Il a plus de 100 ans, et finalement il tient assez bien le coup. Mais il n'est pas du tout pensé pour cette prison-là, on est bien d'accord. La prison de Saint-Gilles, si vous dites on vit en communauté, le régime est un régime communautaire, c'est assez compliqué à mettre en œuvre dans une prison avec des coursives, avec des énormes ailes vides à l'intérieur dans lesquelles aucun espace commun n'est prévu en tant que tel. Donc vous voyez, il y a une résistance des bâtiments. L'institution carcérale, c'est aussi une institution qui a une culture extrêmement ancrée, c'est-à-dire une culture du personnel notamment. C'est un monde très dur, c'est un monde dans lequel le personnel est peu qualifié, c'est un monde qui apprend beaucoup par la transmission de sa propre culture, ce qui est très certainement d'ailleurs une des conditions de survie en tant que travailleur dans un monde de ce type-là, quand on est aussi peu formé que le sont les agents pénitentiaires en Belgique. Donc ne croyez pas du tout qu'ici il s'agit de montrer du doigt une catégorie professionnelle en disant « Oh, regardez, c'est dégueulasse, ils ont développé une culture ». Je crois qu'ils ont développé une culture qui est un outil de survie et de fonctionnement dans un monde qui est d'une violence extrême, y compris pour ses propres travailleurs. C'est aussi une institution qui résiste très fortement parce qu'elle est ancrée dans la culture de tous. Il n'y a pas seulement une culture de l'administration pénitentiaire, une culture des travailleurs, d'ailleurs aussi une culture des détenus, que les détenus s'apprennent les uns aux autres, eux aussi pour survivre. Comment on fait, comment on se débrouille, comment on s'en tire dans un monde où parfois il n'y a pas de chauffage, où parfois il n'y a pas de vitres aux fenêtres, dans laquelle les repas sont dégueulasses, la cantine est hors de prix, dans laquelle on s'ennuie, dans laquelle les gens ont des troubles mentaux, etc., etc. Voilà. Mais c'est aussi donc, au-delà de ces cultures qui sont les cultures internes à la prison est extrêmement fortement ancrée dans les imaginaires de notre société, et ça aussi, ça résiste. Vous avez déjà vu les réactions des gens quand vous dites « je trouve que le confort est insuffisant en prison ». Quand vous vous ennuyez, je sais que vous l'avez tous fait, le dimanche à midi après la messe, que vous lâchez ça devant tonton Raymond à table, ça marche toujours bien. Vous vous dites, par exemple, on commence à parler de « au fait, comment ça a été ta session de janvier ?» Vous n'avez pas envie de répondre. Ou « au fait, je n'ai plus vu Valentine, c'est fini avec elle ?» Vous n'avez pas envie de répondre. Parlez des conditions de détention. Tonton Raymond va faire 1 heure dessus en vous expliquant que de toute façon, si ça ne tenait qu'à lui, il les buterait tous et que, en tout cas, le minimum serait de les enfermer dans une cellule d'un demi-mètre carré avec des tarentules, sans accès aux sanitaires ni à l'eau. Et pour manger, ils n'ont qu'à manger les tarentules. Ce que je veux dire sous forme de blague, c'est que c'est un sujet qui est éminemment délicat et s'il provoque de tels types de réactions, d'ailleurs si le génépi est nécessaire, c'est bien pour ça, ça montre qu'une des résistances est aussi une résistance de la société à imaginer non seulement une société sans prison, mais aussi une société avec moins de prisons, mais aussi une société avec de meilleures prisons. Donc tout ça fait qu'il y a des résistances très fortes, ce qui veut dire que ce discours-là, ce qu'on vient de voir, ces principes-là, ne sont pas forcément des principes qui un jour seront en application. Très certainement, ils vont faire évoluer les choses, parce que la prison n'est pas non plus un système immuable. La prison aujourd'hui n'est pas la prison du 19e siècle. Les bâtiments sont peut-être les mêmes dans toute une série de cas, mais ça n'est pas la même prison, bien entendu. Mais la résistance est très forte, et donc je ne pense pas du tout qu'on verra arriver cette prison dont on a tracé ici les contours idéaux, en tout cas dans le discours du législateur. Par contre, je pense qu'émerge ici une nouvelle façon de justifier la prison. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans les travaux parlementaires,
l'argumentaire qui pourtant a beaucoup de succès à l'extérieur, l'argumentaire d'extrême droite, pour dire les choses de manière très carrée, à savoir une prison dure, punitive, sans objectif, en fait une prison méchante, quelque part. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais un sondage a été fait en France qui montre que les Français sont non seulement conscients des très très mauvaises conditions de détention dans les prisons françaises, mais en plus trouvent qu'elles devraient être pires. C'est très intéressant, donc on voit la pénétration de ce qu'on pourrait appeler une vision d'extrême droite de la prison, c'est-à-dire une pénalité brutale, simplement. Donc une prison comme instrument de torture, comme instrument de brutalisation. Cette logique-là est très peu présente dans les travaux préparatoires. Ces travaux sont des travaux très positifs, très idéalistes. Ce qui veut dire qu'à côté d'un discours qui pourtant est disponible et bien reçu dans la société globale, le législateur, les concepteurs du projet, mais aussi les ministres, l'opposition, tout le monde, s'accorde sur l'idée que la prison doit être soutenue par un discours positif, pas simplement le discours d'une brutalisation. Et donc, derrière ça, il y a, en tout cas, derrière ce discours-là qui se développe, me semble-t-il, il y a donc un discours que moi j'appelle un discours mobilitaire. C'est quoi un discours mobilitaire? Il y a 4 impératifs mobilitaires, en tout cas dans la théorie conçue par votre serviteur et Bertrand Montullet. Activité, activation, participation et adaptation. En fait, ces 4 éléments-là, on vient d'en parler tout le temps. L'activité, c'est par exemple l'abandon de l'idée du temps perdu. Toute durée doit être mise à profit. Le temps en prison est un temps qui doit être utile. On va demander aux détenus d'être actifs, de faire quelque chose, pas de s'asseoir sur son banc. En tout cas, s'il veut être un bon détenu. Il peut aussi s'asseoir sur son lit et attendre que le temps passe, bien entendu. Mais alors, il sera considéré comme un mauvais détenu. L'activation, c'est qu'il prenne des initiatives. Son activité, ça ne doit pas être l'obéissance aux ordres. Maintenant, c'est la promenade, tu sors. Maintenant, c'est la fin de la promenade, tu rentres. C'est pas ça. Ce qu'on lui demande, c'est d'être proactif, d'inventer sa détention, quelque part. C'est le plan de détention, c'est les projets, c'est sa force de proposition. La participation, on l'a vu. Ce qu'on attend de lui, ce sont des projets collectifs, une mise en réseau des acteurs, et pas l'application mécanique de recettes qui sont déjà élaborées. Et enfin, l'adaptation, mais on l'a vu, c'est l'idée de la peine sur mesure, mais aussi du détenu qui s'adapte au contexte dans lequel il arrive, dans cette prison-là, avec ce dossier-là, avec cette victime-là, etc., etc. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit avant pour vous montrer que ça rentre en grande partie dans ces 4 éléments-là, mais ces impératifs-là sont des impératifs qu'on retrouve dans plein d'autres domaines. Si vous regardez comment on parle des chômeurs, par exemple, on en parle comme ça. Quel est le vice du chômeur? C'est de rester dans son canapé, devant son écran plat géant, parce que les chômeurs ont des écrans plats géants. Si. C'est ça son vice. Quelle est sa vertu? C'est de s'activer, évidemment. C'est d'envoyer tous azimuts des CV vides montrant qu'il est non qualifié et que dans sa région sans emploi, il cherche de l'emploi. Pourquoi? Pour en trouver un? Pas du tout. Il est sans espoir pour beaucoup de chômeurs de faire ces démarches-là. Être chômeur, c'est une profession. C'est-à-dire que c'est une activité en soi d'être bon chômeur. On ne lui demande pas finalement d'avoir un emploi. Qu'est-ce qu'on ferait sans chômeur? On serait bien embêté. Par contre, être bon chômeur, c'est important. C'est quoi un bon chômeur? C'est l'activation du chômeur. Le chômeur à qui on dit quel est ton projet? À quoi tu vas te former qui te sera inutile? Dis-moi. Je voudrais devenir grutier. Eh ben voilà, je connaissais quelqu'un qui avait fait une formation de grutier. À la fin, on lui a dit désolé, on ne peut pas vous donner le certificat parce qu'on avait oublié de vous dire qu'il fallait tel permis, machin truc, et telle visite médicale que vous n'avez pas, vous ne pourrez pas être grutier. Mais c'est pas grave, vous avez été actif, c'est super, merci. Donc, activité, activation. Participation, c'est la même chose. C'est quoi gérer son dossier? Eh bien, c'est mettre en place une série d'acteurs, solliciter des services, mettre en relation, etc. C'est ce qu'on vous demande de faire à votre boulot d'ailleurs. Et l'adaptation, c'est la même chose. C'est s'adapter au marché de l'emploi. Quel est le scandale aussi du chômeur? C'est le chômeur qui pense qu'il va trouver un travail adapté à ses qualifications, alors qu'en fait, il doit lui-même adapter ses qualifications au travail disponible. Bon, d'accord, il est psychologue, mais on a besoin de grutier. Bon, d'accord, il est sociologue. Je prends l'exemple des gens qui sont le plus souvent au chômage. Mais bon,
On demande quelqu'un pour travailler à la chaîne dans une usine d'armement. Enfin, quoi? Il faut un peu se bouger. Et donc, par exemple, toute la tension autour de la notion d'emploi convenable, c'est-à-dire l'emploi qui me convient à moi en tant que chômeur, hein, l'emploi que j'accepte, cette disqualification de l'idée de l'emploi convenable est une disqualification sur la base du fait que le chômeur refuse de s'adapter à un monde qui change, ce qui est bien la preuve de son vice et la preuve du fait qu'il doit être puni. C'est juste un exemple, c'est pour montrer que j'ai appliqué ça, si ça vous intéresse, je peux vous donner des références aussi à la médiation pénale, j'ai adapté ça, j'ai appliqué ça au management de la justice, etc. Je pense que ce sont des impératifs qu'on retrouve de manière cyclique dans toute une série de domaines, le management, la famille, etc., etc. Enfin, soit. Cette prison, cet idéal mobilitaire, il est lié à une vision du monde comme un monde en réseau. Or, ce qu'on voit, ce n'est pas une prison qui sera vraiment en réseau, mais ce qu'on voit, c'est poindre une prison dont on voudrait qu'elle soit ouverte sur le monde, dont on voudrait qu'elle soit en lien, que les communications puissent la traverser, que les services y soient disponibles, etc., c'est-à-dire dont on voudrait qu'elle fasse simplement partie du réseau social, comme n'importe quoi d'autre. En gros, si vous voulez, c'est la libre circulation de tout le monde sauf des prisonniers, au travers des murs de la prison. Alors, est-ce que ça, c'est ce qui augure d'une prison normalisée? Il faut poser des questions sur ce projet de normalisation de la prison, je pense. Et je vais donc terminer sur des questions. C'est toujours mieux que de terminer sur des réponses. De toute façon, je n'en ai pas des réponses. Alors, c'est quoi la normalisation? Est-ce que c'est une vie normale en prison ou est-ce que c'est la vie carcérale comme norme? Ça pose une vraie question. Parce que c'est aussi une autre manière de poser la question de est-ce qu'on désenclave la prison, c'est-à-dire est-ce qu'on abat ses murs quelque part? La vraie prison normale, finalement, c'est pas la prison. Puisque la prison ne sera normale que quand elle n'aura pas de murs, que quand on y habitera comme on habite dans son appartement, donc ça ne sera plus la prison. Et donc, est-ce que c'est une prison désenclavée ou est-ce que c'est une extension de la carcéralité? La question qu'on peut se poser derrière ça, c'est qu'est-il en train de se passer? Est-ce qu'on est en train d'ouvrir la prison ou est-ce qu'on est en train d'exporter des formes de carcéralité vers l'extérieur? Et j'avais défendu dans un colloque l'idée qu'il fallait cesser de définir le carcéral au départ de la prison. En fait, on a tellement dans notre imaginaire associé la prison à la privation de liberté qu'aujourd'hui on pense que peine privative de liberté et prison, c'est la même chose. Et qu'on pense aussi, autre problème, que quand on est libre de ses mouvements, on est libre. Or, quelqu'un qui est plus libre de ses mouvements parce qu'il est en surveillance électronique, par exemple, n'est pas forcément libre. Il est peut-être moins libre qu'il ne l'aurait été il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, il aurait sans doute été libéré conditionnel à la condition de ne pas quitter la province et de se présenter une fois par semaine pour faire pipi dans un pot au commissariat de police. Point. Et donc, la question qu'on peut se poser derrière ça, c'est quoi le carcéral? C'est quoi la prison en fait? Enfin, justement, ne parlons plus de la prison, parce que c'est un bâtiment. Qu'est-ce que c'est le carcéral? Quelles sont ses extensions? Comment est-ce qu'on peut penser à ça? Est-ce qu'on doit y penser toujours en termes de privation de liberté ou est-ce qu'on doit aussi y penser en termes de mobilité obligatoire? Parce que le gars qui rentre et qui dit « mais foutez-moi la paix, j'en ai pour 1 an et je veux parler à personne parce que je suis contre cette société, je suis révolté contre tout le monde », et à qui on dit « mais ça n'est pas bien, ce n'est pas gentil de faire ça ». Tu dois être participatif, tu dois faire un plan de détention, tu dois te mettre en mouvement. Est-ce que cette mobilité obligatoire, est-ce que ça aussi, ça n'est pas une forme de contrainte qui doit être intégrée dans notre définition de la carcéralité? C'est une question que je pose. J'avais parlé dans une autre intervention des mobilités éprouvantes. C'est-à-dire que l'hypothèse était qu'on était passé d'immobilité pénible, c'est-à-dire on rend pénible la vie des gens, donc on leur inflige une peine en les immobilisant. On était passé à des mises à l'épreuve par des tests de mobilité. Est-ce que tu seras capable de mettre au point un plan de détention et de le respecter? Est-ce que ça ne doit pas être intégré dans notre réflexion sur la carcéralité? L'idée, c'est de dire aussi, chaque fois qu'une porte s'ouvre, il ne faut pas forcément battre des mains. Il se passe peut-être quelque chose d'autre qu'une émancipation des individus. Et alors, si on n'arrive plus à définir comme ça le carcéral, comment est-ce qu'on critique la prison? Comment est-ce qu'on s'y oppose? Comment s'opposer à une prison normale? Comment s'opposer à une prison ouverte?
Est-ce que la critique qui pendant des années a consisté à dire cette clôture qu'on a mise autour des individus n'est pas normale, qui est tout le mouvement de la critique de la carcéralité, mais aussi de la psychiatrie, de l'hôpital, de l'école, comme étant des institutions fermées, en disant il faut démolir ces murs, est-ce qu'aujourd'hui la question critique n'est pas à l'inverse de réélaborer des définitions pour dire ça, là, il n'y a pas de mur, mais c'est quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir montrer, définir et critiquer. Parce que justement, sans doute, qu'en devenant normal, la prison ne devient pas finalement une partie de plaisir, mais devient finalement non critiquable. Voilà, je vous remercie. Alors je vous signale qu'un enregistrement sera disponible sur mon site minc.be, avec vos applaudissements en plus.